L'un des plus grands géants de l'énergie au monde est confronté à une véritable crise énergétique. À travers l'Iran, les écoles, les universités, les banques et les bureaux gouvernementaux fonctionnent selon des horaires réduits. Certains ont même complètement fermé pendant plusieurs jours consécutifs. Pendant ce temps, certaines autoroutes et centres commerciaux sont tombés dans l'obscurité. Gaz. Un déficit de gaz naturel variant entre 260 et 350 millions de mètres cubes par jour est en cause. Mais c'est aussi bien plus que ça. Presque toutes les centrales électriques de l'Iran dépendent du gaz naturel pour produire de l'électricité, mais cet hiver est glacial et, par conséquent, la demande de chauffage, c'est-à-dire de gaz naturel, a grimpé en flèche. Pour répondre à la demande, le gouvernement iranien a fermé plus d'une douzaine de ces centrales électriques qui produisent de l'électricité pour rationner le gaz naturel. Donc, bien que les Iraniens ne gèlent pas, certains sont sans lumière. Le président iranien n'a proposé aucune solution autre que de s'excuser et d'appeler ses concitoyens à abaisser la température moyenne de leur maison de 2 degrés Celsius afin de survivre à l'hiver. Des années de sanctions, une infrastructure vieillissante et une consommation gaspilleuse ont laissé l'Iran dans un état dysfonctionnel, luttant pour fonctionner. Pour rationner l'énergie, le gouvernement a fermé beaucoup de ses plus grandes usines industrielles et la production manufacturière a chuté d'au moins 30 à 50%. À la fin de l'hiver, l'Iran aura perdu des dizaines de milliards de dollars de revenus. Pendant ce temps, la monnaie réelle était en chute libre, atteignant des niveaux records. La confiance dans le secteur privé a pratiquement disparu. Inutile de dire que l'Iran est en grande difficulté. C'est, après tout, comment les révolutions commencent. Avec son économie maintenant sous une forte pression et son influence régionale en retrait, l'Iran pourrait bientôt faire face à des émeutes publiques massives et à des troubles. Le président de l'Iran a dit autant quand il a averti que la crise avait atteint un point critique. Même à un niveau industriel, les choses n'ont jamais été aussi mauvaises. De nombreuses villes industrielles d'Iran ont été fermées. La production d'acier a notamment diminué. Certaines sources disent qu'elle a baissé de 4%, d'autres prétendent qu'elle a baissé de moitié. La vérité se situe probablement entre les deux. C'est un nombre assez substantiel dans tous les cas, et cela aura des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement et l'industrie de la défense de l'Iran. Les données de l'administration américaine de l'information sur l'énergie indiquent que l'Iran a gagné 253 milliards de dollars de revenus pétroliers de 2018 à 2023, soit 144 milliards de dollars pendant les 3 premières années de Biden et 109 milliards de dollars pendant les 3 dernières années de Trump. Même avec les sanctions en place, c'est toujours beaucoup d'argent. L'Iran aurait pu utiliser cela pour rénover son infrastructure et mettre en œuvre des réformes économiques, mais il a plutôt dépensé une grande partie de son trésor dans des entreprises géopolitiques à haut risque et à haut rendement. Quelque part entre 30 et 50 milliards de dollars ont été investis en Syrie pour soutenir le gouvernement Assad, tandis que plus de 20 milliards de dollars ont été dépensés pour construire un réseau de mandataires à travers le Moyen-Orient, y compris le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et les diverses milices chiites en Irak. Cependant, avec le changement de gouvernement en Syrie, tous ces efforts et ces dizaines de milliards de dollars se sont évaporés dans l'air. Le pont terrestre de Téhéran vers ses mandataires est maintenant hors de portée. Sans cette connexion, les capacités de ces mandataires s'éroderont progressivement avec le temps, car l'Iran ne pourra pas les réapprovisionner. Près d'un quart des revenus pétroliers que l'Iran a gagnés de 2018 à 2023 a maintenant été perdu, et les Iraniens n'ont rien à montrer pour cela. Cet argent aurait pu être investi à l'échelle nationale pour améliorer et moderniser son réseau électrique, ses pipelines et diversifier sa sécurité énergétique. Au lieu de cela, la direction de l'Iran a carrément ignoré son infrastructure en décomposition qui est presque omniprésente dans toutes ses industries.
Par exemple, malgré le fait qu'il possède l'une des plus grandes réserves de gaz naturel et de pétrole brut au monde, la technologie et l'infrastructure de forage de l'Iran sont insuffisantes pour répondre à ses propres besoins. Prenons le dôme nord de South Fars comme exemple. C'est le plus grand champ de gaz naturel au monde, partagé entre l'Iran et le Qatar, et il fournit plus de 70% du gaz naturel de l'Iran. Cependant, la production du côté iranien est à la traîne, tandis que celle du Qatar est florissante. En raison des sanctions, les entreprises énergétiques d'État iraniennes n'ont presque pas accès aux technologies étrangères. Et bien que cela puisse aider à développer l'autosuffisance, cela peut également étouffer la croissance et le développement. À la longue, les petits problèmes deviennent endémiques. En Iran, par exemple, de son côté du champ de gaz du dôme nord de South Fars, il n'y a pas d'équipement de torchage de gaz. Le torchage de gaz est la combustion du gaz naturel excédentaire qui s'échappe lors du processus de forage pour le pétrole. Du côté du Qatar, ce gaz excédentaire est capturé, stocké et transporté. L'Iran, cependant, manque d'infrastructures et le gaspille simplement dans l'atmosphère. Cela peut sembler être un détail mineur, mais ce n'est pas le cas. L'Iran est le deuxième pays au monde en termes de torchage de gaz. Chaque année, il perd près de 21 milliards de mètres cubes de gaz naturel. C'est un chiffre stupéfiant. Pour comparaison, 21 milliards de mètres cubes représentent environ 50% de la consommation nationale de gaz naturel de l'Australie, ou environ 30% de la consommation de l'Inde. Avec l'infrastructure appropriée, le torchage de gaz pourrait combler le déficit énergétique et chauffer des millions de foyers iraniens. Au lieu de cela, il est gaspillé dans l'atmosphère. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des nombreuses lacunes techniques qui sont endémiques dans le secteur de l'énergie en Iran. Les gouvernements peuvent trébucher, mais les sociétés façonnent le terrain sur lequel ils trébuchent. Une partie du blâme pour les problèmes de l'Iran repose également sur sa société. Vous voyez, l'Iran est une nation de subventions. Le pétrole et le gaz bon marché sont si facilement disponibles que les Iraniens n'y pensent même pas. Un litre d'essence à la pompe coûte environ 36 centimes, c'est en devise américaine. On peut arguer que vivre dans la République islamique peut être difficile, mais le pétrole et le gaz bon marché peuvent être l'un des rares avantages qui le rendent supportable. C'est ainsi que le leadership de Téhéran le voit et pourquoi il finance des prix bas grâce à des subventions. Selon le Fonds monétaire international en 2022, l'Iran a dépensé 163 milliards de dollars en subventions énergétiques, ce qui représentait plus de 27% de son produit intérieur brut. Aucun autre pays n'a ce genre de subventions et franchement, c'est pour une bonne raison. Mais encore une fois, les Iraniens n'en pensent rien. Les subventions sont en place depuis si longtemps que la plupart des Iraniens ne connaissent même pas les prix réels et croient qu'ils ont le droit à du pétrole et du gaz bon marché. La dernière fois que le gouvernement a essayé de réduire les subventions énergétiques, c'était en 2019. Les prix du carburant ont grimpé du jour au lendemain, ce qui a ensuite poussé l'inflation à travers l'économie. En quelques jours, les gens sont descendus dans les rues et toutes ces griefs contre la République islamique qui s'étaient accumulés pendant des décennies ont éclaté au grand jour. Plus d'une centaine de villes à travers l'Iran ont connu des manifestations de masse. Les manifestants ont incendié des bâtiments gouvernementaux tout en exigeant la fin de la pauvreté, de la corruption et des violations des droits de l'homme, mais aussi la fin de la République islamique elle-même. Des affiches du guide suprême et du président de l'époque ont été brûlées. Les manifestants ont exigé la démission du Parlement et l'abolition de la loi de la charia. Les Iraniens de dizaines de villes ont exprimé leur opposition à l'implication de leur pays dans les conflits régionaux et à la rhétorique anti-américaine du gouvernement. Certains ont même protesté contre l'abattage du vol de la compagnie aérienne ukrainienne 752. En tout, c'était le pire soulèvement social que l'Iran ait connu depuis la révolution islamique en 1979. Chaque transgression commise par l'État a été mise au grand jour. Des centaines de personnes ont été tuées et des milliers détenues au cours du processus. Ainsi, ce qui a commencé comme une réforme économique visant à réduire les subventions énergétiques a abouti à des émeutes révolutionnaires, avec le leader suprême lui-même dans la ligne de mire.
L'Iran ne veut pas revivre cela, mais il ne peut pas non plus continuer à annuler indéfiniment les factures d'énergie. Non seulement cela, mais la crise énergétique de l'Iran survient également au pire moment possible. Le pays se trouve dans des circonstances géopolitiques troublées et les législateurs iraniens ressentent clairement la pression. Par exemple, la nouvelle loi sur le hijab adoptée par le Parlement propose des sanctions plus sévères pour les femmes qui défient le code vestimentaire obligatoire, mais elle n'a pas encore été appliquée. Le président de l'Iran s'est prononcé contre, disant que cela pourrait se retourner contre lui et provoquer des troubles publics. Outre le discours public sur la loi de la charia et son application, les Iraniens sont également engagés dans un conflit croissant avec Israël qui a vu des attaques directes sur le territoire de chacun. Mais maintenant, avec l'arrivée de l'administration Trump, les choses semblent encore plus incertaines que d'habitude. Pendant le premier mandat de Trump, il a mené une campagne de pression maximale sur l'Iran et a imposé des sanctions sévères sur son programme nucléaire. Entre autres, les sanctions américaines visaient les exportations de pétrole, la banque et le transport maritime, et elles ont collectivement paralysé l'économie iranienne. Cette fois, cela pourrait être pire. Comme expliqué dans une vidéo précédente, Israël crée un couloir aérien, ce qui lui permettra de frapper profondément en Iran et de détruire ses installations militaires et nucléaires. En même temps, Netanyahou fait pression sur la Maison-Blanche pour intensifier la pression sur l'Iran. Israël a également joué un rôle dans la crise énergétique actuelle de l'Iran. Un fait moins connu est qu'en février 2024, l'armée de l'air israélienne a fait exploser 2 gazoducs en Iran dans le cadre de ses frappes de représailles. L'Iran n'a pas pu réparer les dégâts à temps, alors le gouvernement a discrètement puisé dans ses réserves d'urgence pour éviter une interruption de service à des millions de personnes. Lorsque le nouveau président a été élu en juillet, il a hérité d'un État avec une réserve d'énergie épuisée qu'il n'a pas pu reconstituer. Pour Israël, c'est néanmoins un heureux accident. 2 facteurs se conjuguent pour créer une tempête parfaite, une crise énergétique et le retour de Trump. Si Israël devait mener une frappe préventive à ce moment-là et détruire l'infrastructure énergétique déjà fragile de l'Iran, cela aggraverait la crise énergétique en cours. Le déficit en gaz deviendrait insurmontable, ce qui pourrait déclencher des troubles sociaux et retourner le public iranien contre le gouvernement. Netanyahou a longtemps cherché à pousser l'Iran à son point de rupture. Il a, à plusieurs reprises, appelé les Iraniens à descendre dans la rue, et cela pourrait être la fois où il se rapproche le plus de la réalisation de cet objectif. À chaque instant qui passe, le régime vous rapproche, vous, le noble peuple perse, de l'abîme. La grande majorité des Iraniens sait que leur régime ne se soucie pas du tout d'eux. La misère d'une nation profite souvent à une autre, c'est ainsi que les choses fonctionnent. En géopolitique, les morales sont des outils, pas des règles. J'ai été votre hôte Shervan de Caspian Report, merci pour votre temps et Caspian Report. Merci.